Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu plus courte que les autres. Qu'est-ce que la post-démocratie? C'est un terme extrêmement intéressant qui a été développé dans les années 2000 pour décrire un système dans lequel, de manière directe ou indirecte, voulue ou pas, c'est même presque structurel, l'évolution de la société vers les médias et la prise de pouvoir des intérêts particuliers diminue le pouvoir souverain des individus, ceci couplé avec la montée du pouvoir des juges. Et les individus souverains, quand ils votent, ça sert plus à rien puisque les élus eux-mêmes ne peuvent plus diriger le pouvoir politique, ils n'ont plus de pouvoir décisionnel. Donc nous allons développer cette idée de la post-démocratie, mais bien entendu, en attendant, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je développe cette idée de post-démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80-90 ? On est passé de sociétés démocratiques libérales, où il y avait certes des instances de régulation, il y avait déjà des conseils constitutionnels. De Gaulle et la Constitution de la Ve République pour la France, Debré a voulu ce conseil constitutionnel qui permettait aussi déjà un petit peu à la présidence d'équilibrer le pouvoir souverain du Parlement par, le Parlement donc Sénat plus Assemblée nationale, par un contrôle constitutionnel, mais il y avait quelque chose de sain, on contrôlait la conformité des lois par rapport à un texte qui en fait exprime les valeurs fondamentales d'un pays et le consensus d'un pays à travers des articles de la Constitution auxquels doivent se conformer les lois, sauf à devoir réviser la Constitution. C'était quelque chose d'assez sain et les démocraties libérales n'avaient rien perdu au départ à ce qu'il y ait des cours constitutionnels qui soient chargés par plusieurs procédés, de vérifier la conformité des lois à la Constitution, puisque la Constitution, c'est en gros sur ce sur quoi on est d'accord pour vivre ensemble. C'est les règles communes qui fondent la légitimité d'un pouvoir d'une société et qui expliquent comment et pourquoi on vit ensemble. Le problème, c'est qu'à partir des années 90 et surtout des années 2000, puis encore plus des années 2010, avec la question prioritaire de constitutionnalité qu'a voulu Chirac, mais surtout qu'a mis en œuvre Sarkozy, en gros, plus les années sont passées, plus des entités diverses civiles pouvaient se saisir du conseil constitutionnel et surtout, parallèlement, on a incorporé de plus en plus, à partir des années 80-90, dans le préambule de la Constitution, dans le préambule, on a intégré deux choses fondamentales relativement abstraites qui permettent d'invalider une loi, non plus parce qu'elle ne se conforme pas aux articles de la Constitution, mais parce que dans le préambule de constitutionnalité, qui a une valeur supra-constitutionnelle, c'est-à-dire une valeur supérieure, on a intégré les traités internationaux et les différentes déclarations des droits de l'homme. Et cette idée d'intégrer des traités internationaux, parfois contraignants, parfois un peu moins, des grandes conventions internationales ou européennes, et d'avoir intégré les grandes déclarations universelles des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, eh bien, ça a permis aux juges, sachant que ces textes relativement abstraits qui ne sont pas la Constitution elle-même, ont acquis un pouvoir supra-constitutionnel, eh bien, depuis, les juges, de manière extrêmement subjective, peuvent considérer que n'importe quelle loi n'est pas conforme à la Constitution parce que ceci serait attentatoire à l'esprit de traités internationaux ou à l'esprit de la défense et de la sauvegarde des droits de l'homme. Et c'est comme ça que récemment, c'était l'accroche de mon article, on a vu la Cour constitutionnelle invalider des pans entiers d'une loi sur l'immigration que pourtant plus de 70% des Français avaient plébiscité. Les Français, depuis des années, sont inquiets de l'immigration contrôlée et surtout incontrôlée. Les Français voulaient réduire l'État-providence et les avantages sociaux accordés à n'importe qui, même s'il est clandestin et arrivé illégalement. Donc, de nombreux points remettaient en question certains acquis qui sont relativement récents. Ça n'a pas toujours été comme ça dans la démocratie et dans les démocraties. C'est en gros l'Union européenne et les différentes conventions internationales
et aussi le pacte de Marrakech des Nations Unies, qui depuis des années n'arrête pas de dire que on ne doit plus faire de différence, en gros, entre le citoyen et l'étranger, même illégal, et que toutes sortes de droits accordés aux citoyens doivent être accordés aux étrangers. Ce qui n'est pas ni dans la loi française, ni dans les articles de la Constitution française, ni dans le droit international, puisque dans le droit international, l'État reste souverain. Et donc, c'est un coup d'État juridictionnel que l'on a vu et qui s'est traduit par le retocage de la loi qui avait été plébiscitée par les Français, qui avait été durcie au Sénat, même si au départ c'était une loi macronienne. Eh bien, cette loi a été retoquée parce qu'il y a une sorte de complicité entre le président de la République, qui n'est pas très content de voir que le peuple et l'Assemblée et le Sénat veulent durcir une loi sur l'immigration qu'il voulait plus équilibrée. Il a dit lui-même: nous verrons, je saisirai le Conseil constitutionnel et celui-ci probablement retoquera certains articles de la loi. Donc vous inquiétez pas, si le texte est assez dur sur l'immigration, il sera en partie retoqué, ce qu'il s'est passé. Ça veut dire que on se fiche totalement, non seulement de l'opinion majoritaire. Vous me direz, les sondages, c'est pas la démocratie, ce n'est qu'un sondage. Mais on sait que la majorité des élus du peuple étaient pour ce renforcement de la loi sur l'immigration et l'intégration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un homme politique, président de la République par exemple, ou autre, ou toute entité qui peut saisir le Conseil constitutionnel, eh bien, on peut faire invalider une loi voulue par le peuple à travers ses élus, c'est-à-dire le législatif, et ce sont 9 juges inamovibles, souvent des anciens présidents et des anciens premiers ministres, y compris d'ailleurs certaines personnalités condamnées et qui ont eu des mailles qui ont eu des problèmes avec la justice. Eh bien, ces juges inamovibles peuvent invalider les lois voulues par le peuple souverain et par le Parlement et le Sénat. C'est une dérive. Deuxième explication que je donne dans mon article de cette évolution vers la post-démocratie, c'est-à-dire on n'est plus vraiment en démocratie, c'est plutôt une oligarchie, c'est le pouvoir sans contre-pouvoir des médias. Le pouvoir sans contre-pouvoir des médias, ce n'est pas une critique qui vient des populistes. Alors là, calmez-vous tout de suite. Rien à voir. Puisque qui a dénoncé le pouvoir sans contre-pouvoir des médias en annonçant, c'était un grand intellectuel, épistémologue et politologue qui a été l'un des plus grands analystes du phénomène totalitaire, Karl Popper. Oui, Karl Popper, l'homme de cette école autrichienne, des grands intellectuels autrichiens, qui avait écrit La société ouverte et ses ennemis. Il a écrit aussi beaucoup sur la falsificabilité, c'est-à-dire la réfutabilité, critère de la science. C'était aussi un épistémologue. Et à la fin de sa vie, il a écrit un ouvrage que personne n'a pratiquement jamais relevé, que très peu ont cité et citent, notamment son disciple George Soros, qui se réfère tout le temps de Karl Popper, n'en parle pas, parce que George Soros a les médias mainstream avec lui. Eh bien, Karl Popper disait, attention, après le totalitarisme dur, nous aurons à faire un totalitarisme soft, puisque il parlait du pouvoir antidémocratique de la télévision, c'était son dernier petit opuscule, et il disait « J'ai peur qu'aujourd'hui le totalitarisme qui a été vaincu dans sa dimension dure va revenir de manière soft parce que les médias n'ont pas de contre-pouvoir et la télévision crée une immixtion dans la société, dans l'intimité, dans les ménages, telle, alors qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, que ça va être un pouvoir qui va pouvoir écraser les autres pouvoirs, puisque c'est le seul qui n'a pas de contre-pouvoir. » Et il préconisait de faire d'instaurer des systèmes comme pour l'ordre des médecins ou des avocats qui puissent révoquer régulièrement, de manière assez impitoyable, tout manquement, toute personnalité, tout membre de cette corporation qui manquerait à ses devoirs de déontologie. Et il a proposé, parce qu'il proposait des solutions, une déontologie. Donc vous voyez, après le pouvoir des juges, le pouvoir sans contre-pouvoir des médias, et aussi le pouvoir des intérêts privés, que ça soit des multinationales, ça c'est la troisième voie que j'explique, troisième vecteur que j'explique dans cet article sur la post-démocratie, les ONG, les lobbies, les mouvements d'opinion, comme Reporters sans frontières, qui récemment a saisi le Conseil d'État pour demander à ce que l'Arcom, donc successeur du CSA, fasse retirer de la TNT, c'est-à-dire les chaînes gratuites, CNews,
parce que ces news manqueraient au pluralisme, alors qu'en fait, les chaînes publiques sont totalement orientées et à 90% animées par des personnes qui ont des idées de gauche. La preuve, des auteurs réputés à droite, style Valeurs Actuelles, ça suffit, pas besoin d'être facho, mais il suffit d'être journaliste à Valeurs Actuelles pour ne pas être invité sur les chaînes publiques, où c'est pour vous dire le degré de non-pluralisme dans les chaînes publiques. Mais Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État pour n'attaquer que CNews, qu'il jugeait anti-pluraliste, puisqu'en fait, c'est la seule télévision qui n'était pas dominée par la pensée de gauche. Donc c'est un deuxième exemple après le Conseil constitutionnel qui a invalidé une partie 32 articles de la loi sur l'immigration. Et on a régulièrement des exemples comme ça. On a aussi la Cour des comptes, présidé par un autre socialiste, comme Fabius qui préside le Cour constitutionnel. On a M. Moscovici qui préside la Cour des comptes, les deux étant d'ailleurs assez proches de Macron sur certains dossiers, notamment sur ces deux dossiers identitaires. Et on a vu M. Moscovici se vanter d'avoir retardé la publication d'un rapport très intéressant et assez honnête de la Cour des comptes, qui était accablant sur l'immigration non contrôlée illégale et sur les avantages dont jouissent un certain nombre de personnes qui ne devraient même pas être sur le territoire français et pour beaucoup qui devraient être expulsés. Ce rapport de la Cour des comptes était assez accablant. Eh bien, il a été retardé exprès pour ne pas que ça alimente les partisans, justement, de cette loi qui était discutée à ce moment, les partisans d'un renforcement du contrôle des flux migratoires illégaux et des avantages sociaux accordés à des gens qui ne le méritent pas. Donc on voit bien que par le pouvoir des médias, le pouvoir des ONG de plus en plus invoqué, comme Reporters sans frontières, comme Médecins du Monde, comme Save the Children. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand il y a un débat sur l'immigration, on nous dit tout le temps, les ONG, les associations ne sont pas contentes. Mais depuis quand des associations qui sont souvent très idéologisées, qui ont souvent des attentats, des agendas, sans frontiéristes, anti-frontiéristes, mondialistes, c'est leur droit, c'est leur idéologie, mais qui sont tout sauf objectifs, puisque quand même, les frontières, c'est la base d'une démocratie. Une démocratie n'existe pas s'il n'y a pas des délimitations, des frontières, des différences entre les citoyens et l'étranger. La frontière n'est pas une invention d'Hitler, au contraire. Hitler, comme tous les impérialistes, voulait transgresser les frontières, violer les frontières, les détruire, l'Anschluss entre l'Allemagne et l'Autriche, on le voit bien. Donc les frontières ne sont pas un attribut ni de l'extrême droite et pas plus du nazisme ou du fascisme. Les frontières sont même un élément qui permet la démocratie d'avoir un cadre, puisque les démocraties n'ont jamais existé en dehors d'un cadre qui est celui d'une nation et d'un État-nation. Donc on le voit bien, ce coup d'État juridictionnel du pouvoir des juges sur le pouvoir élu des députés et des sénateurs censés représenter le pouvoir du peuple est extrêmement grave, puisqu'aujourd'hui, ça débouche même sur une volonté de contrôler le pluralisme dans les télévisions, et maintenant, il a été demandé à l'Arcom de ne pas uniquement comptabiliser le temps de parole des hommes politiques, mais aussi de n'importe quel commentateur. Donc ça veut dire qu'on va aller ficher les gens pour voir ce qu'ils pensent, pourquoi ils votent, pour qui ils votent, et bien sûr, il y aura les partis pour lesquels il est bon de vouloir voter, et les partis, pourtant autorisés, pour lesquels il est mauvais de vouloir voter. Ça veut dire que là, on est entré dans une société pré-orwellienne, ou plutôt carrément orwellienne, et d'ailleurs l'Union européenne prévoit d'éliminer Twitter, X, qui est devenu le seul réseau social qui échappe aux nouvelles modes wokistes et de censure, avec des comités de censure, puisque M. Musk, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il est libertarien, et les libertariens pensent que c'est pas en interdisant une idée qu'on va la combattre, c'est plutôt en laissant toutes les idées s'exprimer que la meilleure gagnera. C'est la vision des libertariens, on peut être contre, mais ça se tient parfaitement. Et donc le seul qui a fait un réseau social, qui a repris un réseau social avec une totale liberté d'expression, l'Europe prévoit de l'interdire. De même que beaucoup de journaux, de juges inamovibles, d'ONG comme Reporters sans frontières et de multinationales qui financent ces ONG pro-migrants, par exemple à Lampedusa, les bateaux qui vont secourir des migrants, en fait, souvent en communiquant avec les passeurs pour faire leur boulot à leur place, eh bien, elles sont financées par des multinationales. C'est le dernier pouvoir auquel je voulais faire allusion. Les multinationales, qu'on les aime ou pas, c'est pas une question de jugement de valeur, mais les multinationales, celles qui sont déterritorialisées, elles ne veulent pas payer d'impôts dans un État. Elles veulent optimiser partout. Elles ne veulent pas obéir aux lois des États. Un exemple, si vous avez un problème sur Wikipédia
et que vous voulez un jugement qui va obliger Google à déréférencer Wikipédia parce qu'on estime que sur Wikipédia, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire enlever, qui sont dommageables pour votre réputation ou fausses, ou tout simplement le droit à l'oubli, eh bien sachez-le, Google ne veut pas se conformer à une décision de justice. Google n'éliminera jamais votre page Wikipédia. Google ne va jamais déréférencer une idée, un propos, une diffamation contre vous, même si vous avez gagné avec la justice française. Parce que ces multinationales, digitales ou pas, ont un intérêt d'un marché mondial. Ils ont un intérêt à démolir, à diminuer le pouvoir souverain des États, remplacer des juges par des arbitres et surtout n'obéir qu'à leurs règles transnationales. C'est une énorme régression puisque ce sont les mêmes qui veulent l'ubérisation. Ceux qui sont à gauche ou à l'extrême gauche, qui défendent les acquis sociaux, devraient être les premiers à combattre le mondialisme et cette dérive de post-démocratie. Et pourtant, ils sont les premiers à demander à ce qu'on interdise ces news ou bientôt Valeurs Actuelles, etc. Ils ont tort parce qu'ils font le jeu des multinationales qui précarisent la société, qui créent un précariat, c'est-à-dire qui veulent remplacer les acquis sociaux par une ubérisation. L'ubérisation, c'est quoi? Remplacer un salarié qui a une sécurité sociale et plein d'acquis par un espèce de collaborateur en précarisation totale qui sera une espèce d'auto-entrepreneur sans droits sociaux avec une retraite misérable. On le voit bien, comme le dit l'inventeur de l'expression, Monsieur Lange, l'expression post-démocratie. La post-démocratie, c'est retirer le pouvoir au peuple, c'est très antinational, mais aussi la post-démocratie, c'est totalement antisocial, et les progressistes qui vont vers la post-démocratie par antifascisme, qui sont d'accord avec la prise du pouvoir des juges et des ONG et des médias contre le pouvoir souverain, ils scient la branche sur laquelle les ouvriers sont assises, puisque c'est aussi, cette post-démocratie, c'est aussi le pouvoir hors la loi, ce pouvoir de ce que messieurs Berkoff appellent les racailles d'en haut, ceux qui veulent une société totalement dérégulée, sans acquis sociaux, sans droits, une société où les règles des milliardaires remplacent les droits des faibles, ceux qui n'ont rien et qui n'ont comme protection que celle accordée par l'État. On le voit bien, c'est un enjeu gigantesque. Cette décision, moi je ne veux pas rester à CNews et Reporters sans frontières, mais cette dérive qui se vérifie aussi au sein de l'Union européenne. L'Union européenne ne condamne que les pays lorsqu'ils sont dirigés par des mouvements identitaires ou populistes. La Pologne, quand elle était dirigée par la droite, la Hongrie par Orban. Par contre, quand l'extrême gauche pratique la violence ou veut appeler à réduire les droits du peuple pour faire une sorte d'homme nouveau et réduire la démocratie, quand des médias de pays entiers, de nombreux pays en Occident, ont des médias totalement aux ordres du système ou des milieux progressistes, au détriment de ceux qui pensent l'inverse. Un exemple, la Belgique, encore pire que la France. En Belgique, il n'y a aucun média, à part quelques blogs, mais il n'y a aucun média mainstream officiel ou grand public, aucun, je dis bien aucun, qui ne soit pas à gauche. On n'a même pas un média qui soit proche du Parti libéral belge. La presse est entièrement au sein de ce qu'on appelle les progressistes. Aucun pluralisme aujourd'hui, personne n'en parle. La mafia État de M. Elio Di Rupo avec le Parti socialiste qui a arrangé une sorte d'État dans l'État pour faire voter des gens pour son parti avec des prébendes, une corruption généralisée, une confiscation des médias, une monopolisation des médias et des aides sociales à des fins électorales pour un parti politique et un État dans l'État, ça n'a jamais suscité des sanctions européenne. Van der Leyen, qui a été totalement corrompue avec une négociation du prix des vaccins direct. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, je dis juste que la façon dont Madame Van der Leyen, par SMS, a négocié au prix très fort des milliards pour des vaccins de Pfizer, en négociant directement avec le patron de Pfizer, en empêchant tout appel d'offres, en court-circuitant les méthodes légales. Eh bien, croyez-moi, c'est pas l'Union européenne qui a pris des sanctions. L'Union européenne ne prend des sanctions que contre ceux qui défendent l'identité européenne ou nationale. Jamais contre ni l'extrême gauche qui prend le contrôle des médias ou des universités, ni contre des grands de ce monde comme Van der Leyen qui font des choses totalement illégales. D'ailleurs, elle n'a pas voulu transmettre ses SMS, elle n'a pas voulu collaborer avec la justice puisqu'il y a une enquête en cours contre elle. Mais le pire, c'est que ce ne sont pas des médias européens qui ont lancé l'affaire Van der Leyen en montrant qu'il y avait quelque chose d'assez
étonnant, pour le moins qu'on puisse dire, qui se passait autour des vaccins et de son mari qui lui-même dirigeait une société américaine d'ARN, de vaccins ARN, qui elle-même a bénéficié de fonds européens et italiens avec des succursales, croyez-moi si vous voulez, des succursales qui étaient inactives. Totalement incroyable. Eh bien, c'est en Amérique que la presse américaine, donc que la presse a soulevé cette affaire en montrant qu'au minimum, il y avait une affaire de corruption extrêmement grave qui était arrivée au niveau de l'Union européenne pendant la période Covid. Eh bien, ce n'est pas la presse européenne qui l'a fait. La presse européenne est beaucoup plus liberticide encore que la presse américaine. Pareil pour l'Ukraine, il y a plus de pluralisme dans la presse américaine aujourd'hui que dans la presse de tous les pays de l'Union européenne. Et donc, on va vers une société européenne post-démocratique où les instances bruxelloises les moins élues, même si elles sont indirectement élues, puisque ce sont les États qui décident des grandes orientations de l'Union européenne. La Commission européenne, elle est censée être un exécutif qui devrait obéir au pouvoir législatif, qui est le Parlement européen et le Conseil, qui sont les deux organes qui décident des lois. Et aujourd'hui, l'organisme qui est le plus visible, la présidente qui est la plus visible, ce n'est pas le président en exercice de l'Union européenne, ce n'est pas même le président de l'organisme le plus démocratique, le Parlement européen, qui est en exergue. Non, c'est Van der Leyen qui dirige l'organe le moins élu, le moins démocratique, qui devrait uniquement appliquer. Et donc, il y a un coup d'État des juges au niveau des États-nations pour empêcher l'adoption de lois ou les retoquer, et il y a un coup d'État exécutif, ou plutôt un coup d'État des instances de fonctionnaires qui ne devraient qu'obéir aux États qui, eux, décident des lois européennes. Il y a un coup d'État de la Commission européenne sur les instances élues que sont le Conseil et le Parlement. Et donc, au niveau infra comme au niveau supra, nous allons vers une société de plus en plus dirigée par des juges, des normes internationales, du supranationalisme, au détriment de ceux qui votent, qui finalement, et c'est là que c'est assez malin, ceux qui veulent cette post-démocratie sont très malins, ce qu'ils font montre que ça ne sert plus à rien de voter, donc moins de gens vont voter, donc le pouvoir législatif va encore moins être incarné et défendu, et donc le pouvoir post-démocratique des juges inamovibles et des traités internationaux et des organisations supranationales, liées elles-mêmes aux grands médias et aux multinationales, eh bien, tout cela, tranquillement, va se renforcer. Nous allons vers une société européenne qui sera exactement comme le contrôle social chinois, la violence en moins. Ce sera un peu moins violent, il y aura un peu moins d'incarcération. Mais il va y avoir un contrôle total avec des points, des crédits sociaux, et on vous retirera des points, des crédits sociaux. On a déjà, et là je conclurai là-dessus, adopté une loi, le fameux article 4 récemment, qui va permettre de faire taire et de rendre pénalement responsable toute personne qui dissuadera d'utiliser tel ou tel médicament ou vaccin en période de crise, alors que l'on sait, aujourd'hui, on sait que finalement, le vaccin, il est tout à fait légitime, mais le rendre obligatoire et surtout avoir empêché les soins. Pour la première fois dans l'histoire de France, on a interdit aux médecins de donner des prescriptions, d'utiliser par exemple des fluidifiants. Maintenant, on sait que c'est utile contre le Covid, ou des corticoïdes. Maintenant, on le fait même dans les hôpitaux. Mais dans les premiers temps, on a interdit pour la première fois aux médecins de soigner tel qu'ils avaient l'impression qu'on pouvait soigner. Et on vous a dit de rester à la maison avec du Doliprane. C'était le plus sûr moyen de crever quand on avait le Covid, puisque ce qui vous sauvait, c'était en fait fluidifier. Pour éviter les thromboses, c'était l'aspirine, pas le Doliprane. Et ce qui vous empêchait d'avoir l'hyperinflammation, c'était les corticoïdes et absolument pas le Doliprane. Donc on le voit bien, on a un enrégimentement juridictionnel de la société et un court-circuitage du Parlement, du peuple souverain élu, soit au niveau national par les juges, et les médias sans contre-pouvoir, soit au niveau supranational par des instances exécutives non élues, comme la Commission. N'oubliez pas, ceci dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'oubliez jamais que si vous ne vous inquiétez pas, si vous ne vous souciez pas de la politique s'occupera de vous.